Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Hello Christelle, comment ça va? Salut Charline, ça va très bien et toi? Bah oui, ça va super. Contente de t'accueillir sur Partage de coach. Merci. Alors je voulais déjà savoir un petit peu plus sur toi et même pour les personnes qui nous écoutent, du coup, si tu pouvais te présenter en quelques mots pour qu'on te connaisse. Alors en quelques mots, eh bien, je suis une personne qui a connu la dépression, depuis toute petite. Donc c'est quelque chose qui s'est, installé dans le temps et donc c'est devenu en fait une dépression récurrente, jusqu'à un âge, tardif. C'est-à-dire que je m'en suis libérée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu le temps, pendant toutes ces années de repérer qu'il y avait vraiment, beaucoup d'ignorance sur le sujet. Et beaucoup de maladresse par rapport aux personnes qui étaient autour de moi, en fait. Maintenant que je suis rétablie, en fait, je me suis aperçue que, c'était ça qu'il fallait que je travaille, que j'apporte, en fait, quelque chose. Parce que pour moi, en fait, je suis persuadée que j'aurais pu me rétablir beaucoup plus vite, si mon environnement, si, mon entourage donc, était au courant, vraiment de ce que c'était, comprenait ce que c'était et voilà, je me serais sentie déjà beaucoup moins seule. Il y aurait pas eu toutes ces phrases qui sont très culpabilisantes et qui m'enfonçaient plus que m'aidaient. Et ce que j'en ai compris, c'est que, ces personnes-là ne faisaient pas ça, par méchanceté ou quoi que ce soit, mais c'était par ignorance, tout Mmh. simplement. Ils n'avaient pas la carte pour se diriger, pour, en fait, voilà, ils n'avaient pas les bons outils, enfin, ils ne connaissaient pas tout simplement. Et il y a une phrase en fait, qui me parle énormément, une phrase, de Rabelais, qui dit, «L'ignorance est mère de tous les maux» et en effet, moi ça c'est quelque chose qui me parle énormément, parce que j'étais, depuis, toute petite quelqu'un qui cherchait, toujours un sens, finalement, à la vie et c'est grâce à ça finalement que je m'en suis sortie aussi, je pense. Mmh. Et du coup, toi, tu es dans quelle région? Là actuellement je suis en Normandie. Pendant des années j'ai vécu, en région parisienne. Et le fait de partir de la région parisienne, ça m'a aidé aussi à me rétablir vraiment correctement. Mmh. Parce que je me sentais vraiment, de plus en plus en insécurité, c'était horrible. OK. OK, top. Bah, merci déjà pour, cette petite présentation. Pour en savoir un petit peu plus, sur ton parcours, est-ce que tu Mmh. pourrais me décrire justement de ton enfance, toi, toute petite, dans ta vie perso et dans ta vie pro, comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Alors quand j'étais toute jeune, j'ai perdu mon frère aîné, qui avait 17 ans, il est mort d'un cancer et à l'époque donc, tu vois, aujourd'hui j'en ai 51 donc ça remonte un petit peu. À l'époque, moi j'avais 8 ans, cet événement en fait a vraiment, détruit toute la famille quoi, vraiment, bah, il y a rien de pire, je crois, que de perdre un enfant et alors évidemment, c'était pas le mien, hein, c'était celui de mes parents, mais je veux dire, mais vraiment, ça a touché énormément, toute la famille et donc c'est pour ça, en fait, que je me suis construite, dans dans une ambiance, plutôt morbide, une ambiance très négative et donc je ne connaissais pas finalement la vie joyeuse, tout simplement et pour moi, bah, la vie, elle était comme ça, elle était juste, sérieuse, sans trop de joie, sans trop de câlins, sans tout ça. Mais pour moi, c'était normal, quoi, parce que j'avais connu que ça. Par la suite, bah, comme je le disais tout à l'heure, en fait, cette émotion, ce sentiment, cette façon de voir la vie, s'est installée. Donc j'ai grandi,
un peu trop sérieusement, on va dire, un peu trop, voilà. Ce qui fait que j'ai rencontré des personnes qui soit voulaient me sauver, soit étaient persécuteurs, si on rentre un peu dans le schéma du triangle de Cartman. Évidemment que j'étais en position de victime, sauf que je ne le savais pas, c'était mon fonctionnement. Et d'ailleurs, j'ai un petit nota bene à faire là-dessus, c'est que les personnes, enfin, toutes les personnes que l'on voit qui se posent en victime ne se posent pas justement volontairement en victime. Il y a des personnes qui sont calibrées en fait comme ça, tu vois. Au niveau, enfin, chimiquement, au niveau du cerveau, il se passe des trucs. Elles sont en quelque sorte programmées à fonctionner de telle façon que c'est pas leur faute, quoi. Ils sont victimes parce que, en fait, la vie, finalement, les a mis dans cette position-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une volonté plus ou moins inconsciente, plus ou moins consciente de se positionner là-dedans. Voilà, donc c'était une petite parenthèse. Par la suite, donc voilà, j'ai rencontré des personnes plus ou moins intéressantes. J'ai été, comment? J'ai, j'ai fait un métier qui me plaisait pas du tout. Pourquoi? Parce que en fait, comme j'avais une très faible estime de moi, j'étais persuadée que les autres savaient mieux que moi, pour tout. Voilà, à un moment donné, donc j'ai rencontré le père de mes enfants. J'étais étudiante en langue, parce que j'aimais bien les langues, ça marchait bien au collège, au lycée et donc comme je ne savais pas vraiment quoi faire, heu et bien je me suis dit: «Bon, bah, il y a quand même la psycho qui m'intéresse et sinon les langues». Donc je suis montée à Paris parce qu'à l'époque, donc j'habitais en province, j'habitais dans l'Indre, au centre de la France et donc je suis montée à Paris pour me renseigner, pour m'inscrire à la fac et tout ça et je suis allée à Descartes pour la psycho parce que je me posais toujours la question de savoir si vraiment je voulais faire ça. Et j'y suis allée donc et sur la table, en attendant de prendre des renseignements auprès des personnes qui étaient, sur place, j'ai vu une feuille, sur laquelle était écrit que, je ne sais plus combien, un pourcentage énorme d'élèves de première année se rendaient compte à la fin de la première année qu'en fait, c'était pas une matière qui vraiment les intéressait, mais ils étaient attirés parce qu'eux-mêmes avaient besoin de travailler sur eux, tu vois? Et donc, comme j'étais tellement, sûre de moi à l'époque, je me suis dit: «Ah ouais, non mais ah ouais, ça doit être ça en fait pour moi donc non, laisse tomber, je vais plutôt me diriger vers les langues». Le russe, ça me plaisait bien, donc j'ai continué sur le russe et puis, j'en ai fait 3 ans et puis j'avais commencé le japonais aussi et voilà et donc entre-temps, j'ai rencontré le père de mes enfants qui m'a dit: «Bon écoute, ce serait peut-être bien que tu fasses un diplôme, plus court, pour avoir un métier plus rapidement parce que voilà, fallait faire rentrer des sous à la maison. J'avais pas encore d'enfant à l'époque, hein, mais bon, donc en fait, j'avais, l'intention à la base de faire des un diplôme de hautes études internationales, voilà, avec le russe, tout ça. Enfin, j'avais, des ambitions assez hautes et au final, je me suis trouvée à faire un BTS d'assistante de direction qui ne me plaisait absolument pas. Mais alors absolument pas. Mais ça m'a permis d'avoir, un job, rapidement, vraiment rapidement, parce que mon premier entretien d'embauche, en fait, c'était celui-là. C'était la boîte dans laquelle j'ai travaillé pendant 22 ans. Donc dans le notariat et voilà et en fait, pour tout dire, au bout de 6 mois, j'avais déjà fait le tour du poste et j'avais envie de me casser. Mais j'y suis restée 22 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, c'était bien payé, il y avait la sécurité de l'emploi, il y avait, tout ça. En fait, tout ça, ça plaisait énormément à ça rassurait énormément, le père de mes enfants et moi-même aussi en même temps, hein, parce que j'ai aussi besoin de sécurité et hem et voilà. Mais ça m'a détruite, voilà, aussi, ça a contribué aussi à ma dépression déjà, bien de base et récurrente. En juin 2023, j'ai signé une rupture conventionnelle parce que j'en pouvais plus. Je retombais encore vraiment dans une dépression assez profonde et là, je me suis dit: «Stop, non, non, soit tu te barres, soit, soit tu meurs quoi, tout simplement, hein». Voilà et aujourd'hui, bah, je suis libérée de tout ça et bah, je suis la plus heureuse du monde. Non, j'exagère quand même, c'est un peu un fantasme, mais
Non, non, je suis super bien maintenant. OK. Et juste pour, comprendre un peu, du coup, tu avais le père de tes enfants, du coup, ça se passait bien avec lui? Tu es encore, avec lui aujourd'hui ou? Non, non, absolument pas, ça se passait ça se passait pas bien du tout. Donc oui, bah, je l'ai quitté au bout d'un certain temps aussi de vie commune. Hem, je l'ai quitté en 2018. Ça m'a permis d'acheter un appartement parce qu'à l'époque, j'étais pas je vivais chez lui au bout du compte. J'avais pas une vie vraiment à moi, en fait. Je me sentais un peu comme une pièce rapportée dans la belle famille et donc le fait de l'avoir quitté, bah, j'ai pu un petit peu me libérer, devenir, bah, plus autonome, tout simplement, indépendante, quoi. Parce qu'à l'époque, on me faisait comprendre et j'y croyais, que j'étais incapable de vivre toute seule, tout simplement. Alors que j'avais tout, hein, j'avais un bon salaire, tout ça, mais j'étais persuadée que non, ça ne suffirait pas. En fait, ce sont les craintes de mon conjoint à l'époque, qu'il mettait sur moi, en fait. Toutes ces craintes, voilà, il les reportait sur moi et bah, au bout de 20 ans, si tu veux, ça commence à entrer dans le cerveau et tu te dis qu'il a raison et que voilà, toutes ces craintes sont réelles, au final et au bout du compte, non. Ça a été quoi ton déclic pour, sortir de cette relation? Mon déclic, ça a été que, j'en ai eu marre, enfin non, on m'a fait comprendre un jour qu'il était pas normal qu'on me dise ce que je devais ressentir Mmh. et je me suis dit: «Mais ouais, c'est vrai, après tout, ce que je ressens, bah, ça m'appartient et personne n'a le droit de dire que je suis complètement folle de de penser comme ça, de réagir comme ça», et le déclic, en fait, il a été là. C'est quand un jour, une fois de trop, on m'a dit: «Non, mais c'est pas normal que tu réagisses comme ça». Et là, je me suis dit: «Non, mais stop, quoi, arrête, stop», et là, en fait, plusieurs fois, j'avais tenté, finalement de partir de cette relation, mais j'avais pas réussi et là, il a bien vu qu'en fait, je m'étais complètement détachée et qu'il y avait plus rien à rattraper. Que là, j'étais vraiment au clair avec moi. «Non, tu as pas le droit de me dire ce que je dois ressentir». Mmh. Ça a été ça le déclic, pour le quitter et ensuite, bah, j'ai pu réapprendre à savoir, en fait, qui j'étais, ce que j'aimais, ce que pourquoi je ressentais ça, pourquoi, je pensais comme ça, et ça m'a permis en fait de finalement, de creuser vraiment, sur qui était cette personne-là, Christelle, mais qui tu en fait? Et pourquoi, tu aimes apprendre comme ça? Pourquoi tu adores, découvrir des choses, et au bout du compte, fait le lien aujourd'hui, c'est que apprendre, comme je disais, enfin tout à l'heure je parlais de Rabelais qui disait, «L'ignorance est mère de tous les maux». Si ça me parle aujourd'hui, c'est parce que je suis quelqu'un qui, donc a toujours aimé apprendre. Alors pas pour, engranger des connaissances, mais juste pour donner du sens. Mmh. Pour donner du sens. J'ai toujours, cherché à donner du sens à ce que je faisais, en fait et ça, malgré moi, en fait, c'est toujours, quelque chose d'automatique, chez moi et d'ailleurs, je me souviens, à mon travail, un jour, on m'avait demandé de critiquer, d'apporter, donc des modifications, si elles étaient pertinentes, sur, une plaquette de présentation de la boîte. Et en effet, donc j'ai apporté, quelques critiques et puis en plus j'adore ça moi, tu sais, c'était du visuel, c'était améliorer, la chose, enfin moi c'est tout ce que j'aime. Donc j'ai apporté voilà et j'ai expliqué pourquoi je mettais quelle couleur, pourquoi, je mettais, ce paragraphe comme ci, comme ça, enfin bref, j'ai expliqué à la direction pourquoi je proposais ces choses-là. Le secrétaire général m'a dit: «Ah ouais et en fait, tu expliques vraiment, toutes les raisons pour lesquelles tu proposes des trucs». Waouh! Mmh. Et bah, là, je me suis aperçue que c'était un point fort finalement chez moi et c'est top. Mmh, bah, oui. Donc là, finalement, en fait, tout ce qui m'est arrivé, je vois qu'aujourd'hui, je vois le sens. Mmh. Et justement, par rapport à tu parlais de tes formations, tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y a d'autres formations que tu as fait justement pour, là, pouvoir accompagner des personnes? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ah oui, bah, en fait, j'en ai fait plein des formations, c'est vrai. Alors pour me Heureusement que je sortir le sais! tu vois, j'avais oublié. C'est tellement, voilà, naturel pour moi qu'en fait, pour me sortir de ce job qui me plaisait pas du tout, déjà, j'ai fait, pendant 2 ans, voilà, j'ai étudié la chose et j'ai essayé de monter mon cabinet.
Je dis essayer parce qu'en fait, à l'époque, je me sentais pas légitime, hein, comme beaucoup de personnes qui veulent, devenir indépendantes, monter son entreprise. Voilà, j'avais ce syndrome de l'imposteur, qui était là et puis en même temps, j'étais pas tellement entourée pour me donner la niaque, tu vois? Donc je l'ai refermé presque aussi sec, bien que, j'ai eu quelques clients, qui étaient, satisfaits, mais voilà, je me sentais tellement pas, sûre de moi que j'ai arrêté. Bah, le fait d'avoir signé, cette rupture conventionnelle, là, j'étais libre de tout. Je me suis mise à étudier la PNL et puis le coaching et là, ça a été une révélation, en fait. Voilà. Heu, je me suis dit: «Mais c'est génial». Enfin, en fait, quand j'ai découvert, David Laroche, je me suis dit: «Mais waouh, c'est génial». Il combine, en fait, la psycho avec la neuroscience, chose que j'adore et le coaching que je savais pas trop ce que c'était au bout du compte. Et je me suis dit: «Mais waouh, mais il a tout compris le gars» et en plus, ce qu'il proposait, c'était de travailler sur nous en même temps que d'apprendre le métier, quoi. Parce que ça, c'est un truc, tellement évident pour moi, tu peux pas être, un bon psy, un bon accompagnant, un bon professionnel de l'accompagnement, quoi, sans avoir travaillé sur toi. C'est une telle évidence que là, voilà, quand j'ai découvert, je me suis dit: «Ouais, il a tout compris, c'est génial, je fonce». J'avais l'argent, grâce à ma rupture conventionnelle. J'avais bien négocié et là, voilà, j'ai foncé sans hésiter et je regrette pas parce que franchement, c'est génial, quoi. Puis j'ai fait plein de connaissances par un réseau, énorme, c'est vraiment trop top. Yes, trop bien. Merci déjà pour tout ça. Je vais revenir un petit peu sur ce que tu as partagé au tout début, que je trouve intéressant et qui pourrait peut-être parler à des personnes. Par rapport au fait que tu vivais dans un schéma et dans un contexte familial un peu morbide, comment est-ce que, toi, tu conseillerais à quelqu'un qui a cet environnement-là pour pouvoir, s'en détacher et aller mieux? Surtout si jeune. Oui, c'est pas évident de conseiller, des enfants, hein. Tant qu'on est enfant, de toute façon, on n'a pas vraiment le pouvoir, hein. Donc tu subis, tu es obligé de subir. Mais à partir du moment où, tu commences à te poser des questions, où tu es vraiment pas bien, le premier conseil que je peux donner, c'est d'aller, se renseigner auprès, de professionnels, hein. C'est la première chose à faire. Si tu te sens pas bien, même, si tu as pas l'impression que c'est si grave ou quoi, bah, en fait, c'est quand même grave. Tu peux pas ne pas te sentir, à l'aise, avec la vie comme ça, à ce point-là, quoi. Toi, aujourd'hui, tu es où avec justement ta famille? Vu que je suppose que ça se passait pas forcément bien, donc comment est-ce que ça tu fait la transition aujourd'hui avec ta nouvelle vie, ta nouvelle manière de penser? Alors non, c'est pas forcément que ça se passait pas bien, c'est juste que je n'avais pas une relation, enfin, qu'on n'a pas tous une relation très fusionnelle, en tout cas, ça c'est clair, mais on n'est pas très, très proches, en fait. Voilà. Mais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a de l'amour quand même, mais on n'est pas très proches parce qu'on est tous des personnes plutôt, réservées sur les sentiments, hein. Si j'ai manqué d'affection, on va dire, c'était pas par manque d'amour, c'était juste que, voilà, mes parents étaient comme ça, ils avaient été aussi élevés comme ça. Donc si tu veux, ça s'est pas mal passé, j'ai pas eu d'altercation avec ma famille ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on n'est pas très proches, voilà. Et aujourd'hui, bah, comme, j'ai pas mal avancé sur moi-même, aujourd'hui, je suis la seule, je crois, à leur avoir dit que je les aimais. Parce que ça, c'est un truc, qui se disait pas, quoi. Enfin, voilà. Tu dis pas que tu es triste, tu dis pas que tu aimes, tu dis pas que tu es joyeuse, enfin, tous les sentiments comme ça se disait pas à la maison, quoi. Mmh. Où tu as trouvé cette force de dire ce que personne ne dit? Où je l'ai trouvé, bah, c'est à force de me connaître. Un jour, je me suis promise de me respecter. Parce que tu vois, ce manque, d'estime de soi que j'avais, c'était vraiment très profond. J'avais une faille narcissique énorme qui faisait que, j'allais, vraiment, j'ai failli aller vraiment très, très loin dans mes actes, on va dire et le fait, tout ça, voilà, je de m'en rendre compte, je me suis dit: «Non mais attends, là tu te respectes pas, ça suffit maintenant» et je me suis promise de me respecter. Donc déjà, c'est la première chose. Me respecter, c'était aussi accepter ce que je pouvais ressentir et l'exprimer. Mettre, des barrières là où il les fallait et puis aussi, donc ce droit que j'ai
donc de m'exprimer, de ressentir, tout ça. J'ai récupéré ça et ce qui a fait que, je me suis permise de dire à mes parents que je les aimais, c'est parce que je les vois tout simplement vieillir. Mon père est très malade et je me disais que je le regretterais si je leur disais pas quoi, tout simplement. Mmh. Tu as parlé de failles narcissiques énormes. Alors je sais pas si c'est clair pour tout le monde et du coup, Mmh. j'aimerais que tu m'expliques. Oui, c'est en fait, bah, le fait de, tu sais, de ne pas avoir eu, vraiment d'affection, on va dire, de compliments, enfin, tu sais, tout ce qui peut rendre, fier un enfant a fait que, et puis aussi, pardon, j'ai eu comme comme j'ai grandi dans une ambiance plutôt, négative, donc j'ai reçu énormément, surtout de la part de mes frères et sœurs, des reproches et des critiques, plutôt mal intentionnées. Enfin, tu sais, quand on est gamin, voilà, on se dit des super méchancetés. Sauf que moi, j'étais, a priori hypersensible aussi et donc j'ai bien engrangé tout ça à l'intérieur de moi. Ce qui fait que, voilà, la faille narcissique, c'est ça. C'est, quelqu'un qui en manque, vraiment d'estime de soi, quoi, tout simplement. Toi, tu as parlé justement que tu allais, potentiellement, à un moment de ta vie, aller loin dans tes actes. Toi, ça serait quoi justement les petites astuces ou ce qui t'aurait aidé quand, tu pensais justement aller loin dans tes actes? Bah, ce qui m'aurait aidé, c'est tout simplement de m'écouter. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. À l'époque, je pouvais pas. Pourquoi? Bah, parce que j'étais, vraiment emprisonnée avec, cette, finalement dépendance affective, que j'avais. Il fallait voilà, je n'avais d'existence que si on pouvait m'aimer et Mmh. donc ça peut t'emmener très loin, quoi. Ça peut t'emmener à faire des trucs, que heureusement je n'ai pas fait. Parce que là, ouais, l'estime de soi, ça aurait été encore pire, quoi. Mmh. Une petite question aussi un petit peu, bah, justement, tu as perdu ton frère, très jeune. Comment est-ce que tu as fait le deuil justement, parce que je pense qu'il y a des gens qui perdent aussi, bah, de la famille ou des personnes quand ils sont petits. Mmh. Comment tu as Mmh. fait, toi, pour, dépasser ça? Alors en fait, ça a été en plusieurs étapes. La première grande étape, ça a été, lors d'une séance, chez une, micro, kinésithérapeute, un domaine que je ne connaissais pas, en fait, qu'on m'avait conseillé pour mon fils, qui est Asperger, et quand il était petit, donc on se demandait, pourquoi il n'était pas bien lui aussi et donc j'ai fini par trouver cette micro-kinésithérapeute qui l'a ausculté et après je me suis dit: «Bah tiens, je vais faire aussi» et à la fin de la séance, elle m'a dit: «Bah écoutez, je vous propose un truc, c'est de d'écrire à votre frère, d'allumer une bougie et de jeter cette lettre, alors pas à la poubelle, hein, la jeter symboliquement, soit de la brûler, soit» moi j'ai choisi de la jeter dans la Seine et en fait, j'ai écrit mais c'est marrant parce que j'aurais jamais pensé. Au départ, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais lui dire, quoi?» En fait, ce frère, je l'ai jamais vraiment connu. J'avais 8 ans quand il est mort. Donc si tu veux, j'avais, très peu de souvenirs. Mais en fait, j'ai fait des pages et des pages. Incroyable. Tu vois, quand je m'y suis mise, bah, au final, voilà, je n'arrêtais pas et j'ai pleuré, mais alors comme pas possible et il était, je sais plus 1 heure ou 2 heures, du matin, enfin de la nuit. Je vais voir, mon compagnon, enfin le père de mes enfants et j'étais en pleurs, j'arrive même plus à parler, tu sais? Et là, je lui ai dit, «Emmène-moi au bord de la Seine». Il dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Machin». Il m'a écouté, il m'a emmené au bord de la Seine et il a compris et bah, j'ai jeté, voilà, ma lettre, avec un kiki. Tu sais la peluche, kiki de tous les kikis là? Oui. Parce qu'il était symbolique ce kiki en fait. Je l'avais reçu le Noël de l'année où est mort mon frère, en fait. C'était le seul cadeau que j'avais eu. Même mes frangins n'avaient rien eu parce qu'en fait, heu, mes parents ont été ruinés à cause de l'enterrement et tout ça et en fait, j'ai appris beaucoup plus tard que c'était une voisine qui m'avait acheté, ce cadeau parce qu'ils ne pouvaient pas envisager qu'un enfant n'ait pas de cadeau à Noël, tu vois? Mmh. Et ce kiki, bah, je ne savais pas tout ça, hein et ce kiki, bah, il m'a accompagnée, je l'ai adoré et tout ça. Mais il était tellement symbole, de cette tristesse que je l'ai jeté donc avec cette lettre. Voilà. Ça a été, la première grosse, méthode, on va dire, pour faire le deuil et puis ensuite, bah, ça s'est pas complètement réglé, d'un coup, hein, comme ça, hein,
Donc, c'est parce que c'est quand même quelque chose, un événement qui reste quand même au-dessus de nos têtes, en fait. Quand je vais voir ma famille, c'est toujours un- c'est un tabou, en fait. Voilà, on n'en parle pas parce que ça fait du mal à tout le monde, encore aujourd'hui, tu vois. Voilà, en gros, et oui, donc en fait, le deuil s'est fait encore progressivement avec bah, la compréhension de ce que j'ai vécu, la compréhension de ce qu'ont vécu les membres de ma famille, le fait que, voilà, que j'ai mûri tout simplement, et le fait aussi d'avoir trouvé finalement le sens de tout ce que j'avais vécu. Je voulais rebondir aussi tout à l'heure, tu as dit un truc, moi j'ai trouvé ça très rigolo, j'ai mis fin à la relation, du coup j'ai pu m'acheter un appartement. C'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle on pense, et du coup que voilà, ça t'a permis aussi d'être plus autonome et cetera. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'avoir ce déclic de: «OK, j'achète un appartement, je suis autonome, je sors de ce triangle de Cartman». Voilà, enfin c'est fort quand même, ça faisait quand même plus de 22 ans que tu avais un métier qui te plaisait pas, tu as réussi à tout envoyer, balader. Comment tu as fait, quoi? Alors c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle on pense, d'acheter un appartement, enfin, comme effet libérateur. Non, c'est parce qu'en fait, donc j'ai vécu une vingtaine d'années donc avec cette personne, dans une maison qui n'était pas à moi, dans une famille qui n'était pas à moi. En fait, j'avais rien du tout, absolument rien. Et là, c'était, la première chose que j'avais à moi. Simplement, la première fois, la 1re chose, enfin comment? C'était la première fois que, je commençais à vivre pour moi aussi. Voilà, et je me souviens, la première fois que j'ai pris mon bain, parce que j'adore prendre des bains, dans mon appartement, mon premier appartement, et ben, j'ai kiffé, mais alors, j'ai kiffé sa race, quoi. Ah non, mais j'étais: «Ah waouh!» Il y avait personne pour m'emmerder pendant mon bain. C'était un silence, mais salvateur. C'était, waouh, qu'est-ce que j'étais bien, et voilà, c'était vraiment libérateur. Pour toi, par rapport à tout ton parcours que tu nous as partagé, c'est quoi ta plus grande leçon que tu as apprise jusqu'à aujourd'hui? Bah, ma plus grande leçon, en fait, ça peut paraître un petit peu galvaudé, mais tout ce qu'on vit, on le vit pour une raison, et cette raison-là, enfin, tout ce qu'on vit, ouais, a un sens. J'en reviens toujours au sens, et c'est par rapport à ça qu'on peut trouver finalement sa mission. Parce qu'une fois que j'ai compris pourquoi j'avais vécu tout ça, pourquoi, j'ai pas réussi à m'en libérer, plus rapidement que j'aurais voulu, bah, tout ça, ça a permis, de faire en sorte qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là, quoi. Je sais ce que je devais apprendre de cette vie, et je sais ce que je dois encore en faire, et c'est ce qui fait partie de ma mission de vie, on va dire. Si j'ai vécu tout ça, c'est pour pouvoir justement être, moi je me vois un peu comme une médiatrice, si tu veux. Médiatrice entre, les 2 mondes, le monde de la dépression et le monde de ceux qui n'ont jamais connu ça et qui ne peuvent pas réellement comprendre intimement ce que c'est. Mmh. Tu as parlé de dépression même au début et c'est vrai qu'on n'a Mmh, pas creusé ça, parce que tu m'as dit que tu étais en dépression depuis toute jeune, mais du mmh. coup, qu'est-ce qui te fait dire que tu étais en dépression depuis toute jeune et combien de temps ça a duré? Oui, j'étais en dépression depuis toute jeune parce que je sais aujourd'hui que j'ai pas eu finalement une vie, comme, tout enfant devrait avoir, tu vois? Avec des joies, avec des rires aux éclats, moi je m'ennuyais énormément, et je j'étais pas soutenue, j'avais pas réellement de marque d'affection, même si aujourd'hui je sais, hein, qu'il y en a bien entendu, hein. Mais n'empêche que voilà, je me suis construite comme ça, avec ce sentiment de solitude, de vide, de non-sens. Je savais pas pourquoi j'étais là en fait, tout simplement, et donc voilà, j'ai grandi comme ça. Ça a duré donc, en fait avec des hauts et des bas. Ma dépression en fait, c'est une dépression sévère, récurrente, ce qui veut dire en fait que je l'ai toujours été, avec des hauts et des bas. Donc tu vois, j'ai une base, au final une base dépressive, mais je m'en sortais de temps en temps et je retombais aussi facilement pendant longtemps, et ça a duré, bah, jusqu'à ce que je sois stabilisée par les médicaments. En fait, ça a duré comme ça continuellement, on va dire, de manière, modérée, on va dire, parce que je fonctionnais quand même, hein. Jusqu'au moment où en 2010, là, je me suis totalement ramassée. C'est là où j'ai fait, ma dépression grave, sévère, et là, bah, là,
là, c'était terrible, hein. C'est la chose la plus terrible qu'on puisse vivre, que je souhaite à personne. Mais j'ai réellement compris, la profondeur de la dépression à ce moment-là. Et c'est, donc finalement, paradoxalement, grâce à cette, descente aux enfers, que j'ai réussi en fait à être en lien avec les bonnes personnes. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai pu mettre en place tout ce qui pouvait, petit à petit donc, me remonter, pour aller, comme je fais aujourd'hui, quoi. Mmh. Voilà, donc ça a été une, descente aux enfers aussi bien physique, que mentale, en fait. Je me souviens un jour comme ça, comme tous les dimanches, on rentrait, du déjeuner dominical de chez la belle-mère. Déjà là, j'en pouvais plus, tu vois? Mais je fonctionnais sur les nerfs tout simplement et comme à mon habitude, je me dépêchais pour, faire du ménage, pour, ceci, cela et là, je sors à peine de la voiture que, je me lance sur, mon linge qui était étendu dehors pour le ramasser parce que j'ai tellement, tellement de choses à faire et là, je prends une chaussette et puis, bah, là, je sais pas ce qui est arrivé vraiment, mais là, j'en pouvais plus. J'ai lâché cette chaussette et je me suis dit, en fait, mon corps s'est complètement avachi, en fait, complètement. C'est-à-dire, je n'avais plus aucune force. J'ai réussi à aller à monter jusque dans la chambre pour m'allonger parce que je n'avais plus aucune force, je tenais plus debout. À plusieurs reprises, en fait, mon compagnon, a essayé de me lever, tu vois? Mais non, je tenais plus sur mes jambes et donc là, il y a eu une petite panique, il a appelé, ma psy à l'époque, une psychothérapeute que j'avais rencontrée aussi pour mon fils à l'époque et elle a bien vu que j'étais pas bien dans mon rôle de mère, à l'époque aussi et donc elle m'avait proposé, de quelques séances et donc il l'a appelée et elle, nous a donné les coordonnées d'un psychiatre à Paris. Alors, j'ai eu une chance phénoménale parce que c'est un psychiatre, vraiment c'est le meilleur de la place de Paris, quoi, l'un des meilleurs, on va dire, de la place de Paris donc et voilà, c'est, grâce à lui que je m'en suis, remise, que je c'est lui qui m'a sauvée, quoi, tout simplement, hein. Comment il a fait? Alors, bah, déjà, il était, sûr pour moi, là, à ce moment-là, que j'avais besoin d'un traitement médicamenteux, mais aussi de mon côté, j'ai coupé, toutes les informations, tu vois? Je me suis coupée de tout ce qui était, négatif autour de moi parce que j'en pouvais plus. Je me vois encore un jour, alors j'étais aux toilettes et aux toilettes, je regardais les infos, enfin sur mon téléphone ou je sais plus, sur un journal, je me rappelle plus et là, je lis un article, sur, tu sais, l'affaire Outreau et là, je découvre en fait cette affaire et je me suis mise à pleurer, mais alors pour les enfants, tu sais, qui avaient été violés, et voilà, j'étais vraiment très, très sensible, à cette affaire et comme beaucoup d'affaires, hein, d'ailleurs et donc voilà, j'étais hypersensible et donc le fait de couper les informations, de me protéger en fait de tout ce qui était, anxiogène, a fait que, j'ai réussi, petit à petit et grâce aux médicaments à me stabiliser. Mais il a fallu quand même un certain temps et puis ça s'est enchaîné quoi, voilà, avec mes prises de conscience, avec, tout un travail, mais ça a été tellement long. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux aider, ces personnes-là qui sont dans cette situation-là à se rétablir beaucoup plus vite et je pense que ça passe, notamment par, l'entourage. Mmh. Et justement, ça fait un super lien avec les questions que je vais te poser. Justement, bah, qu'est-ce qui te motive profondément dans, ce que tu fais, par rapport à ton expertise? Bah, ce qui me motive, c'est ça, c'est le fait que, de me dire que si j'avais, eu, l'entourage, plus compréhensif et moins maladroit, ça m'aurait permis de me guérir plus vite. Aussi, ce qui me motive, c'est, enfin, je ne vois pas comment je peux faire pour ne pas apporter ce que moi j'en ai appris aux gens qui ne comprennent pas et qui font des erreurs, quoi. Par exemple, à mon travail, heu, j'ai entendu des trucs, mais c'est je sais pas comment dire, mais ça part d'une telle ignorance. Enfin, moi, ça me semble incroyable.
Je me vois encore où j'étais vraiment pas bien, mais j'étais pas encore arrêtée, dans l'ascenseur avec plusieurs de mes collègues et il y en a une notamment qui voulait me faire passer un message sans me parler directement. Mais voilà, alors c'était certainement avec une bonne intention toujours, hein. Elle disait, moi je comprends pas les gens quand ils vont pas bien, bah, pourquoi ils vont pas marcher? Ça fait du bien de marcher, voilà, ça oxygène, tout ça et tout. Et à ce moment-là, moi j'avais vraiment aucune force pour me battre ou pour quoi que ce soit, hein. Je n'ai rien dit. En sortant de cet ascenseur, je lui ai dit comme ça, non mais ça marche pas comme ça en fait. Et là, elle a été surprise, elle a dit, ah bon? Et puis après, voilà, je suis retournée dans mon bureau. Mais en fait, les gars, si la dépression se soignait à un coup de squat ou de feel good, ben, il n'y en aurait pas en fait, hein, voilà. Ça se saurait. Ça se saurait, ça se saurait et puis il n'y aurait pas autant de malades, parce qu'il y en a des milliers et des milliers en fait à vivre cette dépression. Et d'ailleurs, il y a une personne sur deux en France qui connaît quelqu'un qui est en dépression. Donc c'est quand même énorme. Mmh. Il y a 60% des Français qui estiment pas savoir suffisamment de choses sur le sujet. C'est énorme. Et comme moi, mon combat, c'est de diminuer cette ignorance, de faire en sorte, voilà, qu'il y ait plus de compréhension, de faire en sorte qu'il y ait plus, finalement, de bienveillance, parce que ça va ensemble. Ma Et volonté, c'est de faire un petit peu de ce monde, s'approcher un petit peu du monde des bisounours. et justement, toi, tu te vois où, dans 5 à 10 ans? Dans 5 à 10 ans, eh ben, je me vois faire le tour de la France et continuer à passer mon message, en fait. Parce qu'il y a énormément à faire, et surtout en France. En France, on est vraiment en retard sur la psycho et tout, sur les maladies psychiques. Il y a un retard et des préjugés énormes, même au niveau des thérapeutes, même au niveau, tu vois, médical, hein, il y a encore des préjugés. Dans les hôpitaux psychiatriques, ça j'ai appris il y a pas longtemps. Moi, je m'imaginais que les professionnels eh ben, savaient un minimum ce que c'était. Et voilà, ben non, en fait, il y a quand même des professionnels qui sont en hôpitaux psychiatriques qui se moquent, qui comprennent pas, en fait, voilà, qui ont des préjugés aussi, autant que mes collègues à l'époque. Voilà. Mmh. Un autre truc aussi, il faut que je raconte. Un autre événement aussi, c'était pendant que je demandais ma rupture conventionnelle avec le secrétaire général. J'ai essayé à plusieurs reprises de lui faire comprendre qu'en fait, ça pouvait arriver à n'importe qui. Et donc, j'avais pas réussi jusque-là. Et donc, je me vois en train de sortir de son bureau et essayer de lui faire comprendre encore une dernière fois. J'avais tellement envie, en fait, qu'il me comprenne. Que sa réponse a été: «Non, mais moi, j'ai pas le caractère, non, mais moi, je serai jamais touché par la dépression, j'ai pas le caractère, ah, comment il m'a dit ça? Je sais plus, enfin, un truc comme ça, tu vois? C'est pas dans mon caractère». Putain, mais ça veut dire quoi, moi, que j'ai un caractère, de merde? C'est quoi? Je suis minable? Je suis, une loque? Est-ce que c'est pour ça que je fais une dépression? C'est parce que non, mais ce qu'il a pas compris, c'est que, bah, les gens qui font une dépression, en fait, eh ben, c'est des warriors. C'est des warriors, je te parle vraiment de la dépression profonde. Parce que se battre toutes les minutes, toutes les secondes, constamment, pour ne pas se foutre en l'air, ça demande une énergie, mais terrible. C'est un combat, mais constant, pour rester en vie, en fait, tout simplement. Est-ce que toi, tu as justement des projets et des rêves que tu aimerais accomplir? Ben, bizarrement, j'aurais dit avant, que, j'aurais voulu, faire un tour du monde, voyager, avoir une belle maison, voilà. Et aujourd'hui, je me sens plus modérée, en fait. Moi, ce que j'ai envie de faire vraiment, c'est de passer mon message et je serais la plus heureuse si je pouvais, ben, contribuer justement à une meilleure compréhension des troubles psychiques, quoi. Une meilleure compréhension et donc une meilleure bienveillance, en fait, tout simplement. Mmh. Alors si, sinon, j'aimerais bien avoir un chien, mais mon chat, je suis pas sûre qu'elle soit d'accord. Si tu pouvais donner, un seul conseil à quelqu'un qui justement vit une dépression ou connaît quelqu'un qui vit une dépression, ça serait quoi comme, conseil? Bah, le premier conseil, c'est de se faire accompagner, hein. C'est classique, mais c'est vrai, il ne faut pas rester seul. Alors il y a différents trucs, hein.
Tu peux te faire accompagner par un professionnel de la santé, psychique. Tu peux aussi, aller dans des associations, pour moins te sentir seul. En fait, il faut pas rester seul. Même si on n'a pas envie, le truc il est là. C'est ça la difficulté, c'est que quand on est comme ça, on n'a pas la force, d'aller voir les gens. On n'a pas la force de se bouger les fesses, quoi. C'est juste pas possible. Mais le truc, c'est de rester en lien. Il faut absolument rester en lien et ne pas, voilà, ne pas s'isoler, quoi. Mmh. Toi, tu aurais des ressources, type des livres, des méthodes qui t'ont impacté profondément toi et que tu recommanderais? Oui, alors il y a les livres du docteur, David Gourion, qui est vraiment formidable. Et notamment, le premier livre que j'ai lu, c'est, Les Nuits de l'âme, qu'il a écrit avec, donc oui, c'est Les Nuits de l'âme, guérir de la dépression, donc du docteur David Gourion et du professeur Henri Lot. Voilà. Ça a été, mon premier bouquin en fait, qui m'a fait, vraiment j'ai été, très sensible à ce qui était écrit parce qu'il décrivait vraiment, ce qui se passait, chez les gens, enfin, c'était une description, beaucoup plus humaine que ce qu'on peut voir un petit peu partout, c'est-à-dire, tu vois, des statistiques, des trucs comme ça, c'était pas ça là-dedans, dans ce livre, c'est pas du tout ça et donc j'ai eu ça, j'ai eu, bah, il y a tellement de choses, les thérapies, en fait, les meilleures, hein, pour, sortir de la dépression, c'est les TCC, c'est les thérapies cognitivo comportementales. Voilà, pour ma part, c'était donc, de me séparer de tout ce qui était, anxiogène. Yes. Donc, j'ai quelques dernières questions. Juste, si tu pouvais revenir en arrière, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Bah, en fait, avec le niveau de conscience que j'avais à l'époque, non, je pouvais pas faire autrement et au bout du compte, comme je disais tout à l'heure, tout ce que l'on vit a un sens. Tout ce que l'on vit est là pour nous guider, en fait, vers une évolution. Enfin, c'est ce que je crois, moi et donc aujourd'hui, si tu veux, j'ai, découvert, enfin, je connais la lumière, quoi, tu vois? J'ai connu l'ombre, maintenant je connais la lumière. Avant, j'étais que dans l'ombre tout le temps, donc je savais pas que la lumière existait, tu vois? Et maintenant que j'ai mis un pied dedans, bah, ça équilibre les choses, en fait. Tout le jeu, en fait, de la vie pour moi, en fait, c'est de savoir osciller entre cette lumière et cette ombre. Le truc pour moi, l'équilibre, tu sais, comme on en entend parler, faut trouver le juste équilibre, machin. C'est pas finalement être à la limite de l'ombre et de la lumière, non, c'est pas ça. Pour moi, c'est de pouvoir passer de la lumière à l'ombre et de l'ombre à la lumière. Tu vois? Le truc, c'est de ne pas y rester trop longtemps. Si tu restes, sous le soleil, bah, tu te crames, hein. Donc tu as besoin de l'ombre pour te protéger et si tu restes dans l'ombre, bah, c'est un peu, c'est plombant. Tu as besoin de la lumière aussi. On est dans un monde duel et comme on est, des êtres humains sur cette terre duel, heu, on a besoin des 2 Mmh. Qu'est-ce qui te rend et la plus fière aujourd'hui? ce qui me rend la plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir compris que j'étais capable de plein de choses, en fait, que ouais, ce qui me rend la plus fière, en fait, c'est que je me sois libérée, d'énormément de démons. C'est ça et ce qui me rend heureuse, en fait, c'est de pouvoir, faire plein de trucs maintenant sans avoir peur, véritablement. Hem, des petits trucs, aussi bien les petits trucs que les grands trucs, c'est-à-dire que, voilà, j'ai appris à nager et ça, c'est top. Je me suis encore libérée d'une peur et puis le regard de l'autre, je aujourd'hui aussi, je sais que j'en ai plus rien à battre. C'est c'est génial parce qu'en fait, tu vois, un jour, on était à Bruxelles, tu sais, pour le PR avec, David et j'avais une amie, on discutait comme ça et puis, on discutait justement de cette peur du regard de l'autre. Je sais plus trop pourquoi, hein et je lui ai dit: «Mais tu sais quoi? Là, si David me demandait de monter sur la scène, je le ferais et j'en aurais rien à battre. Mais je me sens tellement libre, tellement, voilà, je sais pas, j'assume, maintenant mes défauts, j'assume, qui je suis et puis c'est tout. Enfin, tu vois, je me prends plus la tête, quoi, c'est,
C'est trop bien. Ça ouais, ça je suis contente. Yes, bah, trop bien. En tout cas, c'était, hyper intéressant, d'avoir, partagé tout ça avec toi. Alors d'habitude, je demande justement, bah, comment est-ce qu'on suit tes actualités, mais vu que je sais déjà la réponse, je vais mettre directement les informations, en dessous dans la description. Comme ça, OK. bah, vous pourrez cliquer, dessus si vous en avez besoin. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce temps et tous ces apprentissages. Ben, merci à toi. Moi, j'espère que voilà, j'espère qu'avoir été claire et parce que je pars un petit peu dans tous les sens des fois. Mais voilà, moi, s'il y a des questions, hein, tu sais où me trouver. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.